Versailles l'immortel, épisode 4, 1924-2023. Au lendemain de la guerre mondiale, un citoyen des États-Unis d'Amérique, John D. Rockefeller Jr., a contribué par ses magnifiques libéralités à restaurer le château et le parc de Versailles, les palais de Trianon et leurs jardins. Magnifique libéralité, c'est joliment dit. Bonjour, excusez-moi, je me croyais seul. Comment allez-vous depuis le dernier épisode ? S'arrêter en 1923, ça crée un sacré suspense, n'est-ce pas ? Quand on sait ce qui va arriver. Puisque l'histoire de Versailles vous passionne, la plaque que je regarde en ce moment même devrait vous intéresser. Elle est fixée non loin de la galerie de l'histoire, où nous avons l'habitude de nous retrouver, vous et moi. Sur le mur du hall d'entrée, presque en face de la chapelle. Moi j'aime bien cette plaque, elle me fait voyager. Les États-Unis d'Amérique, Rockefeller Jr. C'est un peu la musique de l'aventure pour quelqu'un qui est né et mort à Versailles. Mais pour le château, cet Américain a surtout évité la musique de la pluie qui s'infiltre et des murs qui s'écroulent. En 1924, puis en 1927, il a donné plus de 30 millions de francs pour la restauration du domaine. Et on en avait bien besoin. J'aimerais bien sûr ne vous parler que d'œuvres d'art, de grandes idées et d'amour royal. Mais un château comme Versailles, c'est une très grande bouche à nourrir. Alors, il faut aussi parler d'écus, de louis, de sous, de francs, de dollars et d'euros. Ce qui est amusant, c'est que les dons de ce généreux mécène ont aussi entraîné un peu plus de soutien financier de l'État français pour le château de Versailles. À croire que cela avait piqué l'orgueil patriotique de certains. Et c'était reparti pour les travaux. Je vous l'avais dit, ça ne s'arrête jamais les travaux. Ça tombe bien, j'adore ça. On gratte, on rebouche, on remplace, on restaure. Et à la fin, on a l'impression de retrouver miraculeusement l'état d'avant, comme si le temps n'avait laissé aucune trace. L'architecte en chef, Patrice Bonnet, était devenu le maître des lieux, même si les conservateurs, André Perratet, Gaston Brière, puis Pierre Ladoué, ne ménageaient pas leurs efforts. J'ai deux amours. Seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Et je chante sur mon chemin. Les années 20 et les années 30 ont passé, au fil des visites et des restaurations. À l'extérieur des murs du domaine, le monde s'agitait et l'avenir s'assombrissait. Entre les deux guerres mondiales, M. Bonnet a même recommandé la construction d'un abri sous la cour de marbre en cas d'attaque aérienne. De notre côté, nous restions concentrés sur les moulures à redorer et les expositions à organiser. Au printemps 1939, la foule est venue au château pour visiter l'exposition consacrée aux 150 ans de la Révolution et à la vie à Versailles en 1789. Mais la célébration n'a pas duré longtemps, car fin août, Versailles, comme tous les autres monuments historiques, a fermé ses portes au public pour de longues années. C'est pour où les briques ? Pose-les au fond de la galerie. Mais fais attention aux boiseries qui ont été démontées et entreposées sur le côté. On va monter des murs dans la galerie des glaces ? On va fermer les deux accès, oui. Et puis les fenêtres aussi. Boucher les fenêtres ? Mais on n'y verra plus rien. Eh, tu te réveilles. C'est la guerre, Marcel. Tu crois qu'il va leur arriver quoi au miroir de Louis XIV s'ils se prennent des shrapnels ? T'énerve pas, Jean, je demande, c'est tout. Il y a plein de sacs de sable dans la cour, je les rentre aussi ? Non, les sacs, c'est pour dehors. On va construire un abri dans la grotte du Bosquet des Bains d'Apollon. Un abri pour Apollon ? Un abri pour nous en cas de bombardement. Ils oseraient bombarder Versailles ? Ils vont se priver, tiens. Tu crois qu'ils ont oublié ce qui a été signé ici il y a 20 ans ? Tout se passe bien, Simoneau? On est dans les temps, monsieur Bonnet. Il reste beaucoup de choses dans les étages? Non. Les dernières œuvres ont quitté le château début octobre. Pour Chambord? Le château de Brissac, oui, en majorité. Ce sont les boiseries qui m'inquiètent. Le ministère m'a demandé de cesser de les démonter, et ça m'épuise de répondre à tous ces gens qui se plaignent que le château soit vide et fermé. Au mieux, on aura été trop prudent, mais au pire... Exactement.
Et ça, je ne me le pardonnerai jamais. Espérons que l'hiver sera pas trop rude, parce que sans chauffage... Et cet hiver a été rude, comme tous les autres qui ont suivi. À la fermeture du musée en août 1939, succède la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne, le 3 septembre. Au château, une partie du personnel a été mobilisée au front. À l'intérieur, l'atmosphère était très étrange. Des murs mis à nu, et il faisait si froid. Le 14 juin 1940, je me souviendrai de ce jour toute ma vie de fantôme. La Wehrmacht, l'armée allemande, est entrée dans Versailles. Je les revois encore, ces chars défilant sur l'avenue de Paris, stationnant en vrac sur la place d'Armes. Le lendemain, le 15 juin, Victorien Cessac, l'un des rares gardiens restés en poste au château, a été sommé d'accompagner les soldats allemands sur les toits pour qu'ils puissent hisser le drapeau à croix gammée. Je garde de ces années de guerre des souvenirs confus. Les visites de Hermann Göring, les soldats allemands se prenant en photo devant les bassins vides et visitant les appartements royaux avec un guide imprimé spécialement pour eux. Philippe Pétain a même eu comme projet de déplacer son gouvernement à Versailles, ce qui lui a été d'abord refusé par l'occupant. Une chance, si l'on y pense. À partir de 1941, sous la pression allemande, on a commencé à rouvrir les fenêtres et les galeries, à réinstaller certaines œuvres et à accueillir à nouveau du public. Mais pour moi, le cœur n'y était plus. Lorsque je survolais le domaine, je ne voyais que les hautes herbes envahir les allées, sur les côtés du Grand Canal. J'y ai même vu des moutons qu'on utilisait pour désherber le parc. Dans le château, c'étaient les verrières et les plafonds qui s'effondraient sous le coup du gel et du dégel. Je me souviens aussi des chars dans le parc, de la peur et de la faim. Ici, Londres. Les dépêches de dernière heure. De nombreuses troupes aéroportées sont descendues à l'arrière des lignes allemandes. À l'été 1944, alors que les troupes alliées étaient aux portes de la ville, on a tous retenu notre souffle, dans la crainte que les Allemands ne détruisent ce qui allait leur échapper. Mais le 25 août, après plus de 1500 jours d'occupation, la division Leclerc est entrée dans Versailles. Et Victorien Cessac a pu remonter sur les toits pour que le drapeau français y flotte de nouveau. Versailles était intacte, abîmé, mais intacte. Une fois de plus, le château avait résisté à la tempête de l'histoire. Vous entendez cette joie? C'est celle d'un dimanche de printemps au début des années 1950. Le printemps de retour après ces longues années d'hiver. Encore une renaissance, comme Versailles en connaît tant. Et des travaux, encore et toujours, pour réparer les dégâts causés par le manque d'entretien. Mais dans les salles et les allées, j'ai l'impression que le château attire un public nouveau. Après les courtisans, les esthètes et les grands de ce monde, ce sont les familles du pays tout entier et les touristes étrangers. Chacun se sent ici, à Versailles, comme chez lui. D'ailleurs, quand en février 1952, le secrétaire d'État aux Beaux-Arts, André Cornu, a lancé un appel à la radio pour sauver le domaine, les dons qui ont afflué sont venus de partout et de tout le monde, des riches mécènes aux citoyens les plus humbles. C'est bien à la nation tout entière que le château appartient désormais. Mais dépêche-toi, Chantal. On devait être prête à tourner à 9h. Oh, t'es drôle. Tu crois que c'est facile de courir avec un corset? Plains-toi, les vraies robes de l'époque étaient encore pires. Oh là. Soulève ta robe, prends les talons dans les... Soulève ta robe, tu vas l'attacher. Oh, le joli souvenir qui passe devant moi. C'était à l'été 1953. Le grand Sacha Guitry avait installé ses caméras au château pour en raconter l'histoire dans un film qui allait marquer son temps, si Versailles m'était compté. Suivons ces figurantes, si vous le voulez bien.
C'est le plus gros tournage accueilli au château depuis la fin de la guerre. Et c'est surtout un acte majeur dans l'histoire de la relation, qui dure encore aujourd'hui, entre le château de Versailles et le cinéma. Et coupé. Bah c'était bien la peine de me presser, Sylvie. On a 1 heure à attendre maintenant. Moi, être payée pour attendre en regardant travailler Claudette Colbert et Micheline Prel, ça me convient très bien. Vous savez qui joue Louis XV? Jean Marais. Je vous préviens les filles, si je le croise, je m'évanouis. Mais il ressemble pas du tout à Louis XV. Chantal, tu étudies l'histoire à la Sorbonne, pas le cinéma, et ça se voit. Oh, si ce n'était que ça. Il paraît que le scénario est truffé d'erreurs et d'anachronismes. C'est un conte, ma chérie. Une belle histoire pour faire rêver les Français. Et financer la restauration du château. Il paraît que Monsieur Guitry va reverser une partie des recettes au Comité national de sauvegarde de Versailles. Il a même signé un contrat avec l'État. Tu vois ? Ça vaut bien quelques petites erreurs historiques. Dis-toi que tu œuvres pour la grande cause, Chantal. Comme Bourvil, Gérard Philippe et Tino Rossi. J'étais là quand ils ont tourné sa chanson, sur la gondole. Ils chantaient en vrai par-dessus l'enregistrement. C'était d'un drôle. Enfin, ce n'est pas en nous vendant Edith Piaf qui chante « Ah ça ira » accrochée aux grilles du château que Guitry nous fera oublier son attitude pendant la guerre. Chantal, tu vois le mal partout. On a bien le droit de s'amuser quand même. Elle n'a pas complètement tort. Haut les cœurs, mesdames. Voyons ce film comme une grande fête pour réconcilier les Français et réparer le plafond de la Galerie des Glaces. Et dans 20 ans, nous serons fiers de dire « Nous y étions ». Ouais, bon. Moi aussi, je peux dire « J'y étais ». À chaque instant de la vie du château, mais aussi sur chacun des tournages qui ont suivi celui de Si Versailles m'était compté. Le film a été un triomphe dès sa sortie en 1954. Je ne sais pas s'il a réconcilié les Français, mais il nous a amené des visiteurs et beaucoup de cinéastes qui sont venus profiter du plus beau décor du monde. Moi, partial? Non, jamais. Silence. Moteur. Ça tourne. Après garde-chasse, charpentier, horloger ou restaurateur de tableaux, j'aurais pu apprendre plein de nouveaux métiers rien qu'en regardant les équipes techniques et les stars de cinéma. Madame du Barry, Marie-Antoinette, L'amant de 5 jours, encore Marie-Antoinette, La nuit de Varennes, La Révolution française, Valmont, Jefferson à Paris, toujours Marie-Antoinette. La liste est interminable et continue encore aujourd'hui, au XXIe siècle, et pas que. D'ailleurs, suivez-moi dans la dernière salle de la galerie de l'histoire du château. Vous et moi ne lui avons pas encore rendu visite. Ici, on voit bien ce qu'est devenu Versailles, un temple de la fête, un espace de création artistique et un lieu de diplomatie. Comme à l'époque du roi Soleil, finalement. Mais cette fois, tout le monde est invité. Enfin, pas pendant les visites des chefs d'État ou les sommets internationaux, naturellement, où il faut montrer patte blanche. Ou alors être un fantôme, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous vous souvenez de l'ambassade de Siam ou de la visite de la reine Victoria? Eh bien, ces invitations fastueuses se sont perpétuées. Et elles existent encore. Je pourrais en citer une 50aine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Élisabeth II, qui est venue 3 fois, John Fitzgerald et Jackie Kennedy, Nixon, puis Carter, Khrouchtchev, Brejnev, puis Gorbatchev, ça pourrait faire une chanson. Et sous votre actuel président, le futur empereur du Japon Naruhito et le roi Charles III. Il y a encore quelques têtes couronnées, finalement. J'aime bien me promener en toute invisibilité au cœur de ces réceptions. Je ne suis pas expert en politique, mais il faut constater une certaine continuité entre Louis XIV et la Ve République, dès lors qu'il faut recevoir des personnes importantes. Tenez, en juin 1982, le président Mitterrand a accueilli ici les chefs d'État des 7 pays les plus riches du monde. Pendant 3 jours, ils se sont réunis, certes, mais ils ont aussi visité les grands appartements, arpenté le parc, dormi à Trianon et dégusté des repas de choix. Le dernier soir, on leur a offert un dîner de clôture dans la Galerie des Glaces, un spectacle à l'Opéra Royal et un concert dans la chapelle, puis un grand feu d'artifice avec jeux d'eau illuminés au son des trompettes de la garde. Le grand maître des cérémonies de la maison du roi n'aurait pas mieux fait.
Et voilà. Nous avons visité ensemble toutes les salles de la galerie de l'histoire du château. Ce qui veut dire qu'il est bientôt l'heure de nous quitter. Si vous avez encore quelques minutes, revenez sur vos pas, comme je le fais à présent, et remontez le temps en retournant vers la première salle. C'est intéressant aussi de traverser l'histoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai encore envie de vous raconter un souvenir, et j'ai trouvé l'endroit parfait. La salle consacrée au domaine de Versailles. Saviez-vous qu'au XVIIIe siècle, les 800 hectares actuels que compte ce qu'on appelle le domaine de Versailles étaient appelés le Petit Parc, tant il y avait de terrain au-delà? Venez voir par vous-même dans la galerie. Cette vidéo, on dirait qu'une libellule a survolé le domaine. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on appelle cela un survol en drone. Eh bien, libellule ou drone, c'est exactement ce que je vois quand je vole au-dessus des jardins et des bosquets. C'est superbe, n'est-ce pas? Toute cette nature, savamment humanisée, qui nous enveloppe, eh bien, elle aussi est fragile, à l'échelle de la planète comme à celle de notre petit univers versaillais. Il y a presque un quart de siècle maintenant, comme le temps file, dans les derniers jours de 1999, la tempête qui a traversé tout le nord de l'Europe a dévasté notre domaine. Impuissant, j'ai assisté à la folie des vents à 210 km/h qui ont fait tomber 10 000 arbres, souvent les plus grands et donc les plus anciens du parc. Il a fallu ensuite en enlever 30 000 de plus. 40 000 arbres et tant d'années de croissance patiente et de soins anéantis. Mais là encore, la vie a repris le dessus. On plante un dernier quercus robur et on aura fini. On aura replanté combien d'arbres depuis la tempête? 80 000 en 20 ans. Ça fait 2 fois plus que ceux qui sont tombés. Exactement. Attention, étale un peu mieux les racines de ce côté. C'est la première fois qu'on reboise Versailles depuis le 19e siècle. Merci la tempête finalement. Tu bossais déjà ici en 99? Non, mais on m'a raconté. Je me souviens très bien des images à la télé et de l'élan de générosité qui a suivi. Les tulipiers de Marie-Antoinette plantés en 1783 étaient devenus le symbole de la tempête. On bouge? Aujourd'hui, le parc est encore plus beau qu'avant. Pourquoi? Les destructions ont aussi prouvé que les arbres étaient vieux. Ça se renouvelle, la végétation. Et quitte à replanter, autant réfléchir à ce qu'on veut faire. Et on est revenu aux sources, c'est ça? C'est ça. On a essayé de restaurer certaines parties des jardins selon leur état ancien. On a remis à Trianon les essences que l'on a retrouvées dans les inventaires du XVIIIe siècle. Et les jardins du château ressemblent à ce qu'ils étaient à l'époque de Louis XIV. Exactement. J'aurais bien aimé qu'on replante le labyrinthe, mais c'est pas passé. Et voilà. Petit chêne deviendra grand. Et il sera peut-être encore là dans 400 ans. Très bien. J'irai voir comment se porte le chêne quand je ferai le podcast des 800 ans du château, qui sera peut-être retransmis sur Mars. Replanter, restaurer, décorer au goût du jour, puis restituer le décor d'autrefois. Et si c'était cela le génie de Versailles? Ne jamais cesser d'évoluer, continuer à se faire beau, sans oublier ses origines. Mettre, comme le disait Victor Hugo, le passé dans le présent. L'objectif du Grand Versailles pour le XXIe siècle, ça rappelle le grand projet de Louis XV pour son château, non? Et ça nous a offert une chapelle entièrement restaurée, une façade côté cour qui brille de 1000 dorures, une grille royale réinstallée, et ce n'est pas fini. Ah, on ferme! J'espère que vous avez admiré tout ce que vous vouliez voir. Sinon, vous reviendrez. Tous les jours, sauf le lundi. Parce que le lundi, c'est fermé. Mais surtout le lundi, c'est la folie. Ne croyez pas que quand on ferme au public, le château est vide et endormi. Au contraire, le lundi, les petites mains de Versailles déploient tout leur talent. On élève l'aspirateur et le plumeau au rang d'objets d'art. Il faut dépoussiérer les miroirs de la galerie des glaces et les lits des chambres. L'horlogère vient remettre toutes les pendules à l'heure. On effectue des petites réparations. Il y a aussi les enfants des écoles qui profitent du calme ambiant pour remplir l'air de leurs émerveillements.
Et puis, c'est jour de tournage. Moteur. Documentaires, longs métrages et séries, ils n'ont qu'une journée par semaine pour mettre le château sur pellicule. J'adore regarder les comédiennes remontant leurs crinolines et dévoilant leurs chaussures de sport en traversant la cour. Et les carrosses, attelés à de superbes chevaux frisons, pour une journée seulement. En parlant de chevaux, savez-vous qu'ils sont revenus à Versailles? Depuis tout juste 20 ans. La grande écurie revit et résonne des hennissements des chevaux de l'Académie d'art équestre de Versailles. Vous imaginez ma joie lorsque j'aperçois les écuyères qui détendent leurs étalons le long du Grand Canal, dans la brume de l'aube. Une mince fumée grise sortant des naseaux de Flamenco, Neptune, Septime et les autres. Soudain, les souvenirs de ma courte vie me reviennent. Les chasses de Louis XIII dans les bois et les marais. Au commencement de tout. L'été prochain, le parc accueillera la plus grande fête de notre temps, les Jeux Olympiques. Les épreuves équestres, naturellement. Il y en aura partout des chevaux, même en sculpture et en tableau, puisque la prochaine exposition sera consacrée au lien entre Versailles et le cheval. Vous viendrez, j'espère, et nous pourrons admirer ensemble ces superbes athlètes à crinière, exécuter des figures de dressage à l'endroit même où, il y a 350 ans, Louis XIV chevauchait costumé lors de ses inoubliables carrousels. Versailles, l'immortel. Je vous l'avais bien dit, non? Versailles l'immortel, une fiction proposée par le Château de Versailles, écrite par Emmanuel Suarez et produite par Moustique Studio, grâce au conseil scientifique de Mathieu Davina, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles. Avec les voix de Pauline Ziadé, Samuel Charles, Valérie Vogt, Olivier Claverie, Laetitia Hipp, Mathieu Rinvoltz et Emmanuel Suarez dans le rôle de Pierre Duchamp. Retrouvez 400 ans d'histoire au Château de Versailles, dans la Galerie de l'Histoire, réaménagée en 2023 grâce au soutien de la région Île-de-France pour la médiation numérique. Les podcasts du Château de Versailles sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, dans l'application mobile du château et sur châteauversailles.fr.